commencer à la première page du tome 1. En espérant que ça vous plaise, faites-moi vos retours en commentaire. En commentaire. Hop, je vais m'installer correctement histoire de pouvoir vous lire sans être trop gêné. Hop. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince était galant, bien fait et amoureux, quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eut commencé il y avait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, plus de 20 ans, plus de 20 ans. Elle n'en était pas moins violente, et il n'en donnait pas des témoignages moins éclatants. Comme il réussissait admirablement dans tous les exercices du corps, il en faisait une de ses plus grandes occupations. C'était tous les jours des parties de chasse et de pommes, des ballets, des courses de bagues, de semblables divertissements. Les couleurs et les chiffres de Madame de Valentinois paraissaient partout. Attendez, j'ai le fil qui me gêne. Aïe, ça me gêne. Et elle paraissait elle-même avec tous les ajustements que pouvait avoir Mademoiselle de la Marque, sa petite fille, qui était alors à marier. La présence de la reine autorisait la sienne. Cette princesse était belle, quoiqu'elle eût passé la première jeunesse. Elle aimait la grandeur, la magnificence et les plaisirs. Les plaisirs, les plaisirs, les plaisirs, les plaisirs. Le roi l'avait épousée lorsqu'il était encore le duc d'Orléans et qu'il avait pour aîné le dauphin qui mourut à Tournon. Prince que sa naissance et ses grandes qualités destinaient à remplir dignement la place du roi François Ier. Son père. L'humeur ambitieuse de la reine lui faisait trouver une grande douceur à régner. Il semblait qu'elle souffrit sans peine l'attachement du roi pour la duchesse de Valentinois. Elle n'en témoignait aucune jalousie. Mais elle avait une si profonde dissimulation qu'il était difficile de juger ses sentiments, et la politique l'obligeait d'approcher cette duchesse de sa personne, afin d'en approcher aussi le roi. Ce prince aimait le commerce des femmes, même de celles dont il n'était pas amoureux. Il demeurait tous les jours chez la reine à l'heure du cercle, où tout ce qu'il n'y avait de plus beau et de mieux fait de l'un et de l'autre sexe ne manquait pas de se trouver. Jamais cour n'a eu tant de belles personnes et d'hommes admirablement bien faits, et il semblait que la nature eût pris plaisir à placer ce qu'elle donne de plus beau dans les plus grandes princesses et dans les plus grands princes. Madame Elisabeth de France, qui fut depuis reine d'Espagne, commençait à faire paraître un esprit surprenant, et cette incomparable beauté qui lui a été si funeste. Marie Stuart, reine d'Écosse, qui venait d'épouser Monsieur le Dauphin et qu'on appelait la reine Dauphine, était une personne parfaite pour l'esprit et pour le corps. Elle avait été élevée à la cour de France. Elle en avait pris toute la politesse, et elle était née avec tant de disposition pour toutes les belles choses, que malgré sa grande jeunesse, elle les aimait et s'y connaissait mieux que personne. La reine, sa belle-mère, et madame sœur du roi, aimaient aussi les vers, la comédie et la musique. Le goût que le roi François Ier avait eu pour la poésie et pour les lettres régnait encore en France. Et le roi et son fils aimaient les exercices du corps. Tous les plaisirs étaient à la cour, mais ce qui rendait cette cour belle et majestueuse était le nombre infini de princes et de grands seigneurs. Je me suis perdu dans les lignes, parce qu'en fait j'ai pris en photo pour lire sur la tablette et je me suis perdu dans les lignes. Je vais reprendre. Était à la cour, mais ce qui rendait cette cour belle et majestueuse était le nombre infini de princes et
attirait le respect de tout le monde, par la grandeur de son rang et par celle qui paraissait en sa personne. Il excellait dans la guerre, et le duc de Guise lui donnait une émulation qu'il avait porté plusieurs fois à quitter sa place de général pour aller combattre auprès de lui, comme un simple soldat dans les lieux les plus périlleux. Il est vrai aussi que ce duc avait donné des marques d'une valeur si admirable et avait eu de si heureux succès qu'il n'y avait point de grand capitaine je ne sais point puisque je n'ai pas la suite, mais je vais vous faire la suite dans quelques secondes. Petite coupure et je vous... Voilà, on reprend. Donc on reprend au grand capitaine qui ne dut le regarder avec envie. Sa valeur était soutenue de toutes les autres grandes qualités. Il avait un esprit vaste et profond, une âme noble et élevée, et une égale capacité pour la guerre et pour les affaires. Le cardinal de Lorraine, son frère, était né avec une ambition démesurée, avec un esprit vif et une éloquence admirable, et il avait acquis une science profonde, dont il se servait pour se rendre considérable, en défendant la religion catholique qui commençait à être attaquée. Le chevalier de Guise, que l'on appela depuis le grand prieur, était un prince aimé de tout le monde, bien fait, plein d'esprit, plein d'adresse et d'une valeur célèbre par toute l'Europe. Le prince de Condé, dans un petit corps peu favorisé de la nature, avait une âme grande et hautaine, et un esprit qui le rendait aimable aux yeux même des plus belles femmes. Le duc de Nevers, dont la vie était glorieuse par la guerre et par les grands... Les gars, je reprends, je sais pas où ça a coupé, mais j'en étais au duc de Nevers, et j'en étais à Quoique, dans un âge un peu avancé, faisait les délices de la cour. Il avait 3 fils parfaitement bien faits. Le second, qu'on appelait le prince de Clèves, était digne de soutenir la gloire de son nom. Il était brave et magnifique, et il avait une prudence qui ne se trouve guère avec la jeunesse. Le vidame de Chartres, descendu de cette ancienne maison de Vendôme, dont les princes du sang n'ont point dégainé de porter le nom, était également distingué dans la guerre et dans la galanterie. Il était beau, de bonne mine, vaillant, hardi, libéral. Toutes ces bonnes qualités étaient vives et éclatantes. Enfin, il était seul digne d'être comparé au duc de Nemours. Si quelqu'un lui eût pu être comparable, voilà, il me manquera les côtés de page, donc il va me manquer des mots. Mais ce prince était un chef-d'œuvre de la nature. Ce qu'il y avait de moins admirable, c'est d'être l'homme le mieux fait et le plus beau. Ce qui le mettait au-dessus des autres était une valeur incomparable et un agrément dans son esprit, dans son visage et dans ses actions, que l'on n'a jamais vu qu'à lui seul. Il avait un enjouement qui plaisait également aux hommes et aux femmes, une adresse extraordinaire en tous exercices, une manière de s'habiller qui était toujours suivie de tout le monde, sans pouvoir être imité, et enfin un air dans toute sa personne, qui faisait qu'on ne pouvait regarder que lui dans tous les lieux où il paraissait. Il n'y avait aucune dame dans la cour dont la gloire n'ait été flattée de le voir attaché à elle. Peu de celles à qui il s'était attaché se pouvaient vanter de lui avoir résisté, et même plusieurs à qui il n'avait point témoigné de passion n'avaient pas laissé d'en avoir pour lui. Il avait tant de douceur et tant de disposition à la galanterie qu'il ne pouvait refuser quelques soins à celle qui tâchait de lui plaire. Ainsi, il avait plusieurs maîtresses, mais il était difficile de deviner celle qu'il aimait véritablement. Il allait souvent chez la reine Dauphine, la beauté de cette princesse, sa douceur, le soin qu'elle avait à plaire à tout le monde et l'estime particulière qu'elle témoignait à ce prince, avaient souvent donné lieu de croire qu'il levait les yeux jusqu'à elle. Messieurs de Guise, dont elle était nièce, avaient beaucoup augmenté leur crédit et leur considération par son mariage. Leur ambition les faisait aspirer à s'égaler au prince du sang et à partager le pouvoir du connétable de Montmorency. Le roi se reposait sur lui de la plus grande partie du gouvernement des affaires et traitait le duc de Guise et le maréchal de Saint-André comme ses favoris. Mais ceux que la faveur ou les affaires rapprochaient de sa personne ne s'y pouvaient maintenir qu'en se soumettant à la duchesse de Valentinois, et quoiqu'elle n'eût plus de jeunesse ni de beauté, elle le gouvernait avec un empire si absolu que l'on peut dire qu'elle était maîtresse
que le roi les eut surmontés avec une patience et une bonté extrême, ce connétable ne se trouvait pas encore assez appuyé, s'il ne s'assurait de Madame de Valentinois, et s'il ne la séparait de messieurs de Guise, dont la valeur commençait à donner de l'inquiétude à cette duchesse. Elle avait retardé autant qu'elle a pu le mariage du dauphin avec la reine d'Écosse. La beauté et l'esprit capable et avancé de cette jeune reine, et l'élévation que ce mariage donnait à messieurs de Guise, lui étaient insurmontables.